Quelqu'un veut poser une question? Oui, bonsoir tout le monde. Merci à tous de votre présence si nombreuse. On n'entend pas très bien, pardon. Et j'aimerais peut-être, si je peux me permettre, vous rappeler que cette montée d'antisémitisme, cette montée de haine vis-à-vis de nous, juifs, et d'Israël, n'a pas été une réponse, je vais dire, après la réponse d'Israël aux attaques du 7 octobre. Ça a été dès le lendemain, pendant plusieurs jours, sur les réseaux sociaux, partout, comme vous l'avez dit, mais je pense qu'il est bon de rappeler quand même que cette montée d'antisémitisme et cette haine n'est pas due à la réponse d'Israël. Je n'ai pas entendu. Il n'est pas dû à ce qui se passe en Israël. Y a-t-il une autre question? La montée de l'antisémitisme en France est liée au changement démographique. Une partie du monde musulman aujourd'hui affirme de plus en plus nettement sa détestation des Juifs. C'est évidemment lié à Israël et à l'affront que représente pour les islamistes un État juif puissant sur ce qu'ils considèrent, je l'ai déjà dit, une terre musulmane. Mais cet antisémitisme est très antérieur au 7 octobre. En 2004, une équipe d'inspecteurs de l'éducation nationale ont mené une grande enquête sur les signes et manifestations d'appartenance religieuse à l'école. Le doyen de l'inspection est allé dans un lycée de Seine-Saint-Denis. Il a constaté qu'il n'y avait plus d'élèves juifs. Il a demandé au professeur, mais comment ça se fait? Et les professeurs ont répondu, c'est bien simple, ils n'étaient plus assez nombreux pour se défendre. Et il est vrai que, en Seine-Saint-Denis, les élèves juifs ont quitté les établissements publics et même les juifs ont très massivement quitté le département pour des communes plus accueillantes. Et cette situation se retrouve dans d'autres pays d'Europe. Malmö, en Suède, est aujourd'hui, la troisième ville de Suède, est aujourd'hui une ville quasiment Judenrein. Cette situation est évidemment terrible, très inquiétante, et c'est bien ça, c'est aussi... et quand vous voyez que toute idée d'un contrôle des frontières est repoussée par le nouveau Front populaire sous influence de la France insoumise, vous vous dites ceci, vous vous dites que le changement démographique va se poursuivre et que l'antisémitisme va devenir une donnée de la politique et de la société française. Voilà, en effet, où nous en sommes aujourd'hui. Parlez fort. Les manifestations antisémites et pro-palestiniennes à Paris, plus de la moitié des gens, c'était des bien blancs. C'est pas surtout une question de pyramidage. Non. Il y a la conjonction de plusieurs phénomènes. J'ai parlé brièvement du wokisme. C'est une vision du monde tout à fait étrange
qui divise le monde en deux blocs, les dominants et les dominés. Et les dominants, c'est avant toute chose les Occidentaux. Tout le mal procède de l'Occident. Et c'est là, si vous voulez, la grande surprise de la forme prise par la radicalité aujourd'hui en Occident, c'est la division, le chiffre 2, c'est le chiffre de la radicalité, mais c'était porté par la lutte des classes. Maintenant, c'est bien davantage la lutte des races, et ce qui caractérise donc une grande partie de l'élite occidentale, c'est effectivement la détestation de l'Occident. Et c'est cette détestation de l'Occident qui sévit sur les campus occidentaux. Et c'est cette détestation qu'on voit à l'œuvre à Columbia, à Harvard, mais aussi bien à Sciences Po ou à l'École normale supérieure. Et les fers de lance, le bras armé de l'Occident, c'est Israël. D'où à l'ENS, à l'École normale supérieure de la rue d'Ulm, cette banderole incroyable, sioniste hors de nos facs. Sioniste hors de nos facs. Voilà où nous en sommes. Et ça, en effet, ce n'est pas un antisémitisme d'importation, c'est un antisémitisme qui ne doit rien à l'extrême droite, et c'est un antisémitisme que beaucoup ont du mal à combattre. Vous voyez, le président de la République ou le Premier ministre répètent qu'ils n'auront jamais aucune tolérance pour le racisme et l'antisémitisme. L'intention est louable, mais l'antisémitisme n'a pas toujours été un racisme, et depuis l'effondrement du Troisième Reich, il a cessé de l'être. L'antisémitisme s'exprime aujourd'hui exclusivement dans la langue de l'antiracisme. Les sionistes sont des racistes. Les juifs qui ont encore le souci d'Israël sont accusés de racisme. Et Israël, évidemment, accusé de mener une guerre génocidaire à Gaza. Donc, c'est adossé à la mémoire de la Shoah que, justement, on fait le procès d'Israël et des Juifs, comme si, effectivement, on acheminait de l'aide humanitaire, je l'ai dit, à Auschwitz ou à Treblinka, ou comme si, sous l'égide de la Wehrmacht, on avait organisé une campagne de vaccination dans le ghetto de Varsovie. Mais il est très important de parler de génocide. Et c'est ainsi que, dans une bonne conscience totale, s'épanouit le nouvel antisémitisme. Et il faut s'en apercevoir. On a dit longtemps SOS racisme, peut-être faudra-t-il dire un jour SOS antiracisme. Merci, monsieur Finkielkraut, pour vos propos que je trouve sincèrement très radicaux et peut-être même pour moi un peu trop radicaux. Vous avez évoqué une certaine fracture dans la société israélienne. Elle existe, on le voit, tout le monde n'est pas d'accord. Est-ce que vos propos ne peuvent pas entraîner une certaine rupture également dans la société française, dans la société républicaine française, et même parmi les Juifs de France? Je suis très attaché à ce qu'a dit Madame là-haut, hein. C'est qu'effectivement, lorsqu'on voit dans certaines manifestations des drapeaux palestiniens au lieu de voir des drapeaux bleu, blanc, rouge, il y a une certaine forme d'inquiétude à avoir. Est-ce que la réponse à tout ça n'est pas, en fin de compte, parce que vous l'avez évoqué, vous l'avez redit, n'est pas de reprendre le bâton de maréchal de l'éducation,
de l'explication. Vous évoquez Sciences Po. Sciences Po, c'est de la maison d'à côté, là. Je suis allé un jour à une conférence, je m'étais mis dans un petit coin, organisée par des étudiants de Sciences Po, autour du conflit israélo-palestinien. Ça n'a pas été facile, hein. Mais en fin de compte, ils ont été tous d'accord pour dire une chose. Ces jeunes étudiants de Sciences Po, dont certains étaient très radicaux, c'était de dire nous avons besoin de comprendre parce qu'on a l'impression qu'on ne comprend pas. Vous pouvez parler un peu plus fort parce que je ne vous entends pas bien. Excusez-moi. Je disais que ces étudiants de Sciences Po avaient besoin de comprendre. Donc moi, je me permets d'insister sur l'éducation. Et je voudrais juste revenir sur un de vos propos, et j'arrête après, sur la fermeture des frontières. Oui, très probablement, il faut faire attention à ce qui se passe. Oui, très certainement. Comment ? Et je pense qu'il y en a un certain nombre d'entre nous qui sont ici aujourd'hui parce que la France a ouvert ses frontières. Moi, je ne serais pas là aujourd'hui, et je suis très fier, encore une fois, d'être français. Très, très fier. Je ne serais pas là aujourd'hui si en 1947, la France n'avait pas accueilli mon père, et si en 1930, elle n'avait pas accueilli mes grands-parents. Donc il y a une espèce de discours que j'ai du mal à comprendre entre ce qui se passe en Israël, ce qui se passe en France, le wokisme, tout ça se mélange et sincèrement, monsieur Finkielkraut, j'ai du mal à trouver dans vos propos une ligne directrice. Écoutez, je pense qu'il faut regarder la réalité en face. L'antisémitisme a explosé dans les lycées, dans les collèges. Le nouveau public scolaire est majoritairement hostile aux Juifs et la référence à la précédente immigration, à mon avis, n'a aucun sens. D'ailleurs, les partisans de l'ouverture des frontières disent souvent, notamment Enzo Traverso, mais aussi Edoui Plenel ou le sociologue Luc Boltanski, que les musulmans en France sont les nouveaux juifs. L'islamophobie prend le relais de l'antisémitisme. Et c'est aussi le discours d'un journal comme Le Monde, d'où effectivement le silence qui a longtemps régné dans certains médias sur un nouveau antisémitisme, puisque précisément celui-ci est d'origine islamiste. Donc je pense qu'il serait très grave et très inquiétant de se rapporter à l'immigration européenne d'autrefois pour justifier l'invasion migratoire d'aujourd'hui. Et je rappelle que ces propos de Simone Veil, la continuité dans le temps est le bien suprême des peuples. Les peuples ont droit à la continuité historique. Ils ont droit de pouvoir se reconnaître, d'être chez eux. Et vouloir mépriser ce droit, vouloir le criminaliser, c'est à mon avis très dangereux. C'est ce que veut faire aujourd'hui la gauche française, à l'encontre de la gauche des autres pays européens, notamment le Danemark, où ce sont les sociodémocrates qui ont mis un coup d'arrêt à l'immigration, et c'est à l'encontre aussi de ce que font aujourd'hui les Allemands. Et nous refuser de voir les choses, c'est évidemment ouvrir la voie à une prise de pouvoir par l'extrême droite. Cette question-là, c'est ce que disait Jacques Julliard, un homme de gauche devrait être traité, pris en compte par tous les partis politiques.
devrait être une cause générale. Et en laisser le monopole à l'extrême droite, c'est à mon avis une attitude absolument coupable. Mais quand même, je veux bien, oui, je l'ai dit, il y a toute une extrême gauche qui comment dire, entretient l'antisémitisme et toutes ces manifestations pro-palestiniennes. C'est extraordinaire. Ils brandissent le drapeau palestinien. Mais encore une fois, le Hamas n'a rien à voir avec la cause palestinienne. Le Hamas la confisque avec la complicité, oui, d'un certain nombre de Palestiniens, c'est vrai. Mais moi, ce que je sais, c'est que la cause palestinienne, c'est la cause d'un État indépendant et souverain à côté d'Israël. Mais le Hamas, ce n'est pas du tout cela. Et je rappelle que le Hamas a chassé l'autorité palestinienne de Gaza dans des conditions horribles en 2007. Alors, vous voyez, ils brandissent le drapeau palestinien, ils acclament, ils célèbrent la résistance palestinienne, alors que cette résistance n'a quasiment pas le nom de Palestiniens. Il n'est pratiquement pas question de Palestine dans la charte du Hamas. Il est question d'une terre musulmane. Donc, mais simplement, il faut aujourd'hui ne pas se tromper d'époque, et ne pas voir notre situation à la lumière des années 30, à la lumière de l'inhospitalité, le manque d'hospitalité des pays européens à l'égard des Juifs dans les années 30. Parce que l'hospitalité actuelle, les Juifs en sont les premières victimes. Juste, Alain Finkielkraut, je voudrais rebondir sur ce changement démographique. Aujourd'hui, la haine des Juifs aujourd'hui, si vous voulez, n'est pas que circonstancielle. C'est-à-dire qu'elle a aussi des soubassements théologiques profonds. Et est-ce que vous voyez dans le monde musulman un courant de pensée contraire, on n'en voit pas malheureusement en ce moment, à même de freiner cette haine anti-juive? Aussi, moi je crois que cette haine anti-juive est loin d'être majoritaire en France. Je crois même que quand la plupart des Français, quand ils voient les chiffres de l'antisémitisme, l'explosion des actes antisémites en 2023 et en 2024, la majorité des Français sont atterrés et très inquiets. Et ils le disent. Ça, j'en suis absolument convaincu. Et je pense, encore une fois, que l'antisémitisme, l'antisémitisme radical, l'antisémitisme traditionnel, quelles qu'en soient les versions, est résiduel. Il n'y a plus d'antisémitisme dans le monde chrétien, mais plus du tout, c'est fini, l'antisémitisme théologique. Et l'évolution de l'Église depuis 1945 est spectaculaire. Ce qui a été fait en France dans les amitiés judéo-chrétiennes, le rôle d'abord de Jules Isaac et puis ensuite de l'Église elle-même, le cardinal Lustiger, il n'y a plus aucune crainte à avoir de ce côté-là quant à l'antisémitisme maurassien. Alors de lui, on peut dire effectivement que s'il existe, il est résiduel. J'ajoute que face, en fait, à la nouvelle vague de haine, les Français juifs et les autres Français sont dans le même bateau. Il faut se souvenir du livre
de Georges Bensoussan, le livre qu'il a coordonné, Les territoires perdus de la République, 2002. On y apprenait que dans ces territoires perdus, et qui sont aujourd'hui gagnés par l'islamisme, les deux injures les plus fréquentes, c'est sale juif et sale français. Et c'est vrai, quand les blancs se retrouvent très minoritaires dans des classes, eh ben, leur situation devient extrêmement délicate. Donc il faut bien le savoir. Et d'ailleurs, Mélenchon le sait parce qu'il dit les Français qui se disent de souche posent un problème à la cohésion nationale. Donc, Mélenchon, il a un coup d'avance. Il dit voilà, le changement va avoir lieu et je vais en tirer tous les bénéfices. Je serai au service du nouveau peuple. Mais quand il ne cesse de parler de nouveau peuple, c'est bien parce qu'il se passe quelque chose et qu'il se passe quelque chose de nouveau. Il ne faut pas regarder le monde d'aujourd'hui avec les lunettes du monde d'hier. Ce que je voulais vous demander juste, c'est sur ce nouveau peuple, est-ce que vous voyez, parce que l'antisémitisme aujourd'hui vient essentiellement, on le voit, du monde musulman, est-ce que vous voyez un courant de pensée contraire dans ce monde, en France même, à même de freiner cette haine? Oui, je ne suis même pas sûr qu'il soit majoritaire dans le monde musulman. Je ne suis pas sûr. Mais il faut savoir que l'opposition à cet antisémitisme n'est pas très bien représentée par les leaders ou les mandataires de la communauté musulmane. Il y a certes l'imam Chalgoumi, l'imam de Drancy, mais il est déconsidéré dans le monde musulman, notamment pour ses voyages en Israël, mais surtout ce qui est beaucoup plus grave, c'est l'attitude du recteur de la mosquée de Paris. Il y a un homme qui a voulu se présenter comme un homme très, très favorable à la laïcité, etc. J'avais d'ailleurs invité à une émission de réplique dans cette période, et il a refusé de participer à la grande marche contre l'antisémitisme, et très récemment, il a reçu à la grande mosquée Rima Hassan. Rima Hassan. Vous vous rendez compte? Celle qui dit Israël est une monstruosité sans nom. Donc, malheureusement, pour les musulmans modérés qui ne veulent rien avoir avec l'antisémitisme, on n'a pas encore trouvé de porte-parole suffisamment reconnu, et c'est vraiment très dommage. Moi, ce que je vois, c'est que bon, Israël aujourd'hui est le déclencheur de l'antisémitisme. Donc, imaginons qu'Israël n'existe pas. Imaginons qu'Israël n'existe pas. Le monde antisémite est aveugle, parce qu'en fin de compte, ils ne se rendent pas compte que ce n'est pas Israël qui, en fait, dans le fond, génère l'antisémitisme. Ce n'est pas Israël. Parce que le monde, effectivement, ne réalise pas qu'il y a cette montée de l'islamisme. Que feraient aujourd'hui ces islamistes si Israël n'existait pas? Quels seraient leurs arguments aujourd'hui pour continuer à évoquer l'antisémitisme? Que pensez-vous là-dessus? Écoutez, j'ai du mal à envisager cette hypothèse. Il faut savoir que l'islamisme est en guerre contre l'Occident tout entier. Donc, effectivement, si par malheur, il n'y avait plus Israël, l'islamisme continuerait de combattre. Et le séparatisme
ferait rage, continuerait de faire rage, notamment en France. C'est ce que disait Elisabeth Badinter. Dans notre société, une seconde société est en train de prospérer, hostile à la République et qui cherche le séparatisme, voire la sécession. Et les Juifs resteraient évidemment des cibles. Mais il faut bien savoir qu'Israël, la seule existence d'Israël, alimente cette haine et surtout, disons, crée dans l'ensemble du monde musulman une solidarité absolument terrifiante, parce qu'on dit, on considère qu'il est normal. Souvent les intervieweurs du sabbat, d'à côté vous avez les juifs qui se sentent solidaires d'Israël, et puis d'autre côté les arabo-musulmans qui se sentent solidaires de la Palestine, comme si c'était la même chose. Mais c'est pas la même chose. Il n'y a qu'un seul État juif. Et il n'y a pas énormément de juifs dans le monde. Or, il y a plus d'1 milliard de musulmans, et pourquoi 1 milliard de musulmans se reconnaîtrait-il, s'identifierait-il à la cause du Hamas, à la soi-disant cause palestinienne? C'est pas du tout normal. Cette espèce de balance qu'on veut faire me paraît insensée, absolument insensée. Or, c'est comme ça qu'on nous présente sans cesse les choses. Et malheureusement, c'est vrai. Malheureusement, c'est vrai. Et c'est d'ailleurs ce constat qui inspire un certain nombre de politiques. Les Juifs ont conscience, et de plus en plus conscience depuis le 7 octobre, qu'ils ne font pas le poids. Qu'ils ne font pas le poids face justement au nombre des musulmans. Et même en France, si vous voulez, 600 000 contre 7 à 8 millions. Ça conduit le président de la République française à manifester son soutien à la communauté juive face à l'antisémitisme et à refuser de participer à la Grande Marche pour préserver l'unité nationale. Vous vous rendez compte? Pour préserver l'unité nationale. Parce qu'il avait peur, par cette présence ostensible, de réveiller les quartiers populaires. Donc, les Juifs sont amenés à penser ça. Alors vous avez d'un côté un ancien Premier ministre de Jacques Chirac, Dominique Villepin, qui dénonce la domination financière. Parce que les gens dans le monde du spectacle et de la culture n'osent pas dire tout ce qu'ils ont sur le cœur concernant Israël à cause de la domination financière. La domination financière, quoi? Donc, ils dénoncent la domination financière, mais la réalité, c'est qu'effectivement, les Juifs sont aujourd'hui, quantitativement même, dans une position de plus en plus fragile, de plus en plus vulnérable. Excusez-moi. Monsieur Finkielkraut, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y aurait peut-être une corrélation entre l'abandon de la volonté de transmettre des connaissances dans l'enseignement public et cette invasion d'idées wokistes et d'antisémitisme dans l'école publique? Les choses, disons, les phénomènes convergent. Il faut, et en effet, nous vivons en France une crise, et dans tous les pays occidentaux, une crise très grave de la transmission. Mais ça, c'est lié à la démocratie, hélas. À la démocratie au sens de Tocqueville,
C'est-à-dire pas un régime politique, le régime représentatif, mais un processus. Il dit ça, le progrès graduel de l'égalité des conditions. Dans ce processus démocratique, toute hiérarchie est considérée comme arbitraire. Toute hiérarchie doit être combattue. Et ça a du bon. Ça a mis fin, contrairement à ce que disent certains féministes, à la société patriarcale. Hein. Il y a une égalité entre les hommes et les femmes. La puissance paternelle a été remplacée par l'autorité parentale, etc., etc. Mais ce processus égalitaire ne s'arrête pas. Il ne s'arrête pas, c'est-à-dire qu'on en vient à nier toute hiérarchie des goûts, des comportements, des œuvres, des cultures, au nom de l'égalité. Et ça frappe l'école. L'école, on se dit, bah oui, mais alors, qu'est-ce que je vais enseigner si ce que j'enseigne n'est pas plus beau, plus grand, plus important que la culture diffusée dans le monde qui entoure l'école. Je n'y arriverai pas. Je n'y arriverai pas. Or, en effet, on y arrive de moins en moins. Et ça conduit, au nom de l'égalité, au relativisme et en fait au nihilisme. Non pas le nihilisme de tout est permis, mais le nihilisme non moins pernicieux du tout est égal. Et c'est avec ce tout est égal que les professeurs doivent aujourd'hui se battre pour dire mais non, tout n'est pas égal. Mais voyez, c'est très intéressant parce que même maintenant dans le discours institutionnel, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ce qu'on va développer immédiatement chez l'élève, c'est l'esprit critique. L'esprit critique. Mais je sais pas, vous donnez à lire Madame Bovary. Vous n'avez pas besoin de l'esprit critique, du dire oh, j'aime pas, c'est peu terrible. Non, ne faites pas d'esprit critique. Voilà. Les œuvres classiques, on les aborde avec une loyauté et une ferveur préalable. C'est donné, c'est admirable, et je vais vous montrer pourquoi c'est admirable. Et je dis, Madame Bovary, ça peut être Anna Karénine, ça peut être aussi les pièces de Racine ou de Corneille qu'on enseignait dans l'enseignement secondaire. Hein. C'était chaque année un nouveau Racine, un nouveau Corneille, un nouveau Molière. Mais ça, évidemment, ça n'existe plus. Mais on ne nous demandait pas notre avis quand on nous faisait lire Phèdre. Donc, vous voyez, cette idée d'un esprit critique, c'est de dire qu'il faut développer tout de suite une sorte de méfiance. On fabrique, au nom du fait qu'il n'y a rien qui ne soit supérieur à rien, des esprits d'emblée narquois. Et évidemment, le wokisme peut se développer très tranquillement parce qu'il n'y a plus rien pour lui résister. Et c'est évidemment dans ce marasme que nous nous trouvons aujourd'hui. Pour appuyer vos propos sur l'antisémitisme, je voudrais aussi rappeler à tout le monde qu'en Espagne, Pedro Sánchez, Premier ministre, appelle les pro-palestiniens à descendre dans la rue, librement, sans demander d'autorisation. C'est quand même un danger. Donc en France, en Espagne, en Europe, on est confronté à tout cela. Et je voudrais dire aux personnes françaises qui sont là, d'autres religions, qu'après les Juifs, ça sera les autres. Et oui, c'est ce que je disais, oui. Voilà. Donc je répète un peu ce que vous voulez dire, mais non, il faut que tout le monde prenne conscience de cela. Très juste. Encore une fois, il ne faut pas faire comme si la question palestinienne n'existait pas.
Benjamin Netanyahou veut rebâtir un Moyen-Orient, un nouveau Moyen-Orient, bâtir un nouveau Moyen-Orient. Et en effet, on se dit, si le Moyen-Orient est débarrassé de l'islamisme, c'est une chance à saisir. Et si dans ce conflit, le régime des mollahs, des ayatollahs s'effondre, c'est extraordinaire pour tout le monde, pour la société iranienne, pour Israël. Mais il restera alors à se poser la question palestinienne. Les Palestiniens délivrés de l'islamisme, on fait quoi? On fait quoi? Donc oui, et c'est d'ailleurs ce que certains reprochent à Netanyahou. Pas de stratégie pour le jour d'après. La guerre contre le Hamas va se terminer. Que veut-il? L'Arabie saoudite est sans doute prête à la reconstruction de Gaza avec les Émirats arabes unis, mais elle mettra une condition, que la question de l'État palestinien soit à nouveau sur l'agenda. Et elle voudra que le pouvoir soit transféré à une autorité palestinienne rénovée. Or, le Premier ministre israélien ne veut pas en entendre parler, d'abord parce qu'il veut à tout prix maintenir en vie sa coalition. Donc, oui, je pense qu'il est légitime de continuer à poser la question palestinienne. Mais vous avez raison, ces manifestations-là sont obscènes. Elles sont obscènes. D'abord parce que c'est une Palestine, encore une fois, sous le joug du Hamas. C'est une Palestine avec l'agenda du Hamas qui est célébré. Et surtout, on demande ce genre de manifestation, que ce soit Sanchez ou Mélenchon en France, le 7 octobre ou le 8 octobre. C'est une manière, évidemment, de célébrer le massacre. Quand Jean-Luc Mélenchon dit « mettez des drapeaux palestiniens partout », maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire vraiment, oui, il faut continuer la résistance du Hamas. Ça, c'est absolument terrible. Et en Espagne, en plus, c'est un responsable politique au pouvoir qui le fait. Donc, effectivement, il y a de quoi s'inquiéter, il y a de quoi s'indigner. Aucune indulgence ne doit être permise pour ce genre de comportement. Et d'ailleurs, un comportement qui dessert totalement la cause qu'il prétend servir. Parce que si, au bout du compte, le Hamas reste au pouvoir à Gaza, c'en est fini à jamais de l'espoir d'un État palestinien. Cet espoir est très ténu aujourd'hui. C'est pour ça d'ailleurs que je suis parfois partagé. Je me dis, on a le choix aujourd'hui entre deux versions de l'Apocalypse. Soit un État palestinien sous le joug du Hamas, soit une continuation de la situation actuelle avec des violences interminables. Et je ne veux pas m'installer dans la tragédie, donc je pense en effet que les Palestiniens et les Israéliens ont besoin de frontières. Ils ont besoin de frontières. Comment y arriver, je ne le sais. Mais certainement pas par la voie choisie que choisit aujourd'hui la gauche européenne occidentale. C'est vraiment la plus mauvaise voie possible. Et là-dessus, je vous rejoins tout à fait. L'appel de Pedro Sanchez est obscène. Je vais laisser conclure la partie de conférence par M. Bensoussan. N'oubliez pas, nous sommes dans une commémoration. Nous avons 3 autres petits morceaux très significatifs. Mishe Berach, Veishe Hamda et Am Israël Chai, qui seront joués par Asher et chantés par Raphaël. Je compte sur vous
pour rester, écouter ces morceaux avec toute l'attention. Je donne la parole à Monsieur Bensoussan. Moi, d'abord, je vous remercie d'être aussi nombreux. Petite parenthèse, alors malheureusement, j'aurais préféré dans d'autres circonstances, mais Monsieur Finkielkraut, vous avez battu tous les records d'audience et de fréquentation dans notre synagogue, et je voulais vous en remercier. Voilà. Et deuxièmement, j'aimerais que vous terminiez par deux notes optimistes. C'est-à-dire, quel est l'avenir en Israël, dans ce pays fragilisé tel que vous l'avez décrit? Quel est l'avenir de l'État d'Israël? Et quel est l'avenir de nous, juifs français, ou français juifs, comme vous le souhaitez? L'hébreu, ça se lit de droite à gauche, et le français de gauche à droite, de gauche à droite, de droite à gauche, et le français de droite à gauche, comme vous le souhaitez. Mais quel est notre avenir en France, et quel est l'avenir de l'État juif sur la terre d'Israël? Ah, je crois que j'ai fini. Ça, je suis malheureusement incapable de prédire l'avenir. Ce que je souhaite, c'est que, évidemment, Israël sorte victorieux de toutes ces confrontations. Et j'espère aussi que les Israéliens retrouveront une langue commune. Voilà. Ça, je le disais, il y a deux Israël irréconciliables en Israël. Il faut que les Israéliens retrouvent une langue commune et eux-mêmes, une fois en l'avenir, avec des dirigeants qui montrent la direction. Un dirigeant, ça montre la direction. Il faut des dirigeants qui montrent la direction. Pour ce qui est de l'avenir des Juifs français, moi, je m'en inquiète aussi, mais je m'inquiète aussi de l'avenir de la France en France. Que restera-t-il de la France dans 50 ans, dans 60 ans, dans un siècle? Voilà. La continuité historique, c'est quelque chose de très important. Simone Veil disait que, en 40, De Gaulle était le symbole de la fidélité de la France à elle-même. Il faut que la France, tout en avançant bien sûr, puisse rester fidèle à elle-même. C'est aussi ce qui pourrait arriver de meilleur aux Juifs en France.